L'an 782. Octobre, une nuit qui allait marquer l'histoire européenne de son sceau sanglant. Au confluent de l'Aller et de la Vézère, à Verden, les torches illuminent un spectacle d'horreur. 4500 têtes saxonnes tombent sous les épées franques, d'un seul ordre, d'une seule volonté, celle de Charles, que l'histoire appellera Charlemagne. Ce roi franc qui bâtit l'Europe chrétienne n'était pas qu'un unificateur visionnaire. Il était aussi l'homme qui ordonna l'un des massacres les plus terrifiants du Moyen Âge. Une tuerie méthodique, planifiée, exécutée de sang-froid. Pourquoi l'empereur vénéré par l'Église catholique a-t-il ordonné cette boucherie? Comment un seul homme peut-il décider du sort de milliers d'autres en une nuit? Cette histoire vraie révèle la face sombre de celui qui forgea l'Europe. Une vérité historique que les manuels scolaires préfèrent oublier. Pourtant, les sources de l'époque ne mentent pas. Les annales royales franques, écrites par les chroniqueurs de Charlemagne lui-même, décrivent en détail cette nuit sanglante. Elles témoignent d'une réalité brutale. L'Empire carolingien s'est construit sur des montagnes de cadavres. Tout commence en 772. Charlemagne n'a que 30 ans, mais déjà une ambition dévorante. Soumettre l'Europe entière au christianisme et à son autorité. Les Saxons, peuple germanique païen, représentent l'obstacle majeur à ses plans. Ces guerriers farouches occupent le territoire qui correspond aujourd'hui au nord-ouest de l'Allemagne. Ils vénèrent leurs anciens dieux, pratiquent leurs rituels ancestraux et refusent catégoriquement la religion du Christ. Pour Charlemagne, c'est intolérable. Les Saxons ne sont pas seulement des ennemis politiques, ils incarnent tout ce qu'il veut détruire. Le paganisme, l'indépendance tribale, la résistance à l'ordre chrétien qu'il veut imposer. Sa première campagne contre eux prend des allures de croisade avant la lettre. L'attaque de l'église de Deventer par les Saxons en janvier 772 lui fournit le prétexte parfait. Ces païens ont osé incendier une église chrétienne. Charlemagne présente cette expédition punitive comme une guerre sainte. Mais derrière cette justification religieuse se cache une réalité plus prosaïque. Il veut leur terre, leur richesse, et surtout briser leur résistance pour toujours. Sa première cible symbolique révèle ses intentions. L'Irminsule, l'arbre sacré des Saxons. Cette colonne de bois, probablement un tronc d'arbre évidé, représente l'axe du monde dans leur cosmologie. Elle soutient leurs cieux, lie la terre au divin, incarne leur identité spirituelle. Charlemagne l'a fait abattre et brûler publiquement à Eresburg, près de Paderborn. Le message est clair, vos dieux sont morts, votre monde s'écroule. Soumettez-vous ou périssez. Mais les Saxons ne se soumettent pas. Dès que Charlemagne tourne le dos pour guerroyer en Italie contre les Lombards, ils se révoltent, ils reconstituent. Leurs forces attaquent les garnisons franques, massacrent les missionnaires. Cette résistance obstinée va durer 32 ans, de 772 à 804. 32 années de guerre totale, de massacres réciproques, de haine implacable. Le roi franc sous-estime d'abord ses adversaires. Il croit pouvoir les soumettre rapidement, comme il l'a fait avec d'autres peuples. Mais les Saxons sont différents. Leur organisation tribale décentralisée rend impossible une victoire rapide. Pas de capitale à prendre, pas de roi unique à vaincre. Juste des milliers de guerriers répartis sur un territoire immense, prêts à mourir pour leur Dieu et leur liberté. Charlemagne adapte sa stratégie. Puisque la guerre éclair échoue, il opte pour la guerre d'usure. Campagne après campagne, il dévaste systématiquement la Saxe. Ses armées brûlent les villages, détruisent les récoltes, massacrent le bétail. L'objectif est clair. Affamer les Saxons, les épuiser, les contraindre à la soumission par la terreur. Cette stratégie de la terre brûlée révèle le vrai visage de Charlemagne. Derrière l'image du roi chrétien se cache un chef de guerre impitoyable, prêt à tout pour atteindre ses objectifs. Les chroniques de l'époque décrivent ces campagnes avec une froideur bureaucratique qui glace le sang. Villages rasés, population déportée, enfants vendus comme esclaves. La construction de l'Europe chrétienne se fait dans la violence absolue. Au cœur de cette résistance saxonne émerge une figure légendaire, Widukind. Son nom signifie littéralement « enfant de la forêt », mais c'est aussi une métaphore pour désigner le loup, animal sacré des guerriers saxons,
Ce noble Westphalien possède des terres en Hongrie et en Westphalie. Il incarne tout ce que Charlemagne déteste: l'aristocratie païenne, l'indépendance farouche, la fidélité aux anciens dieux. Widukind apparaît pour la première fois dans les sources en 777, lors de l'assemblée de Paderborn. Charlemagne a convoqué tous les chefs saxons pour sceller leur soumission définitive. Tous viennent, s'agenouillent, promettent en fidélité. Tous sauf un. L'absence de Widukind est remarquée par tous. Ce refus de comparaître équivaut à une déclaration de guerre. L'homme qui défie ainsi l'empereur n'est pas un barbare inculte comme le prétend la propagande franque. Widukind maîtrise parfaitement l'art de la guerre. Il comprend que face à la puissance militaire de Charlemagne, les Saxons ne peuvent vaincre par la force brute. Il développe donc une stratégie de guérilla révolutionnaire pour l'époque. Ces tactiques sont redoutablement efficaces. Quand Charlemagne arrive avec ses lourdes armées, Widukind s'évapore. Il se réfugie au Danemark chez son beau-frère Siegfried, roi de ce pays encore païen. Mais dès que les Francs repartent, convaincus d'avoir pacifié la région, il réapparaît comme un fantôme. Ces guerriers sortent des forêts, attaquent les garnisons isolées, massacrent les collaborateurs saxons. Cette guerre d'ombre exaspère Charlemagne. Habitué aux batailles rangées, où sa supériorité numérique fait la différence, il se trouve confronté à un ennemi insaisissable. Widukind frappe où on ne l'attend pas, quand on ne l'attend pas. Il transforme chaque forêt en piège, chaque colline en embuscade. Les Francs, pourtant vainqueurs sur le papier, perdent pied dans ce territoire hostile. Le chef saxon comprend aussi l'importance de la dimension religieuse du conflit. Il ne se contente pas de combattre militairement, il mène une véritable guerre psychologique. Ces guerriers profanent systématiquement les églises construites par les Francs. Ils chassent les missionnaires, massacrent les prêtres, détruisent les symboles chrétiens. Le message est clair: les dieux saxons sont toujours vivants, ils protègent leur peuple, ils vaincront le dieu des envahisseurs. Cette stratégie porte ses fruits. Malgré ses victoires militaires, Charlemagne n'arrive pas à stabiliser la Saxe. Chaque départ de ses armées déclenche de nouveaux soulèvements. Les Saxons, qui avaient fait semblant de se convertir, retournent immédiatement à leurs anciens cultes. L'œuvre de christianisation s'effrite constamment, obligeant le roi franc à recommencer éternellement. Widukind devient rapidement bien plus qu'un chef militaire. Il incarne l'âme de la résistance saxonne. Tant qu'il reste libre, l'espoir demeure vivant. Sa simple existence prouve que l'empire de Charlemagne n'est pas invincible. Cette dimension symbolique explique l'acharnement avec lequel le roi franc le poursuit. Capturer ou tuer Widukind représente bien plus qu'une victoire tactique. C'est briser le moral saxon, décapiter spirituellement la résistance. Mais Widukind échappe constamment au piège. Son réseau d'informateurs l'avertit des mouvements ennemis. Sa connaissance parfaite du terrain lui permet de disparaître avant l'arrivée des Francs. Cette insaisissabilité renforce encore son prestige. Pour les Saxons, il devient une figure quasi divine, protégée par les dieux, invincible par essence. L'année 782 marque un tournant décisif dans cette guerre interminable. Charlemagne croit enfin tenir la victoire. Il vient de réorganiser la Saxe comme une province franque, nommant des comtes saxons et francs pour administrer le territoire. Cette intégration administrative semble sceller définitivement la conquête. Mais c'est précisément cette normalisation qui déclenche la plus terrible des révoltes. L'absence de Charlemagne, parti combattre les Slaves sorabes à l'est, offre à Widukind l'occasion qu'il attendait. Le chef saxon n'a jamais accepté la soumission imposée à son peuple. Cette occupation qui se banalise, cette administration qui s'installe, cette christianisation qui s'approfondit, représente pour lui la mort lente de l'identité saxonne. Il faut frapper un grand coup pour réveiller la fierté de son peuple. Sa stratégie est parfaitement calculée. Plutôt que de s'attaquer directement aux Francs, il commence par soulever les Saxons contre leurs propres élites collaboratrices. Ces nobles Saxons qui ont accepté titres et terres en échange de leur soumission deviennent ses premières cibles. En les éliminant, il démontre que la trahison ne paie pas, que les anciens dieux puniront ceux qui les renient. Cette guerre civile interne déstabilise complètement l'édifice administratif mis en place par Charlemagne. Les comtes saxons ralliés aux Francs sont assassinés ou contraints à la fuite. Les églises construites avec tant d'efforts
sont incendiés. Les missionnaires sont massacrés ou chassés. En quelques semaines, des années de travail d'intégration partent en fumée. Charlemagne ne peut pas ignorer cette rébellion majeure. Mais il fait l'erreur de ne pas venir en personne écraser la révolte. Confiant dans la supériorité militaire de ses troupes, il délègue cette tâche à 3 de ses lieutenants, Adalgis, Geilo et Worad. Ces généraux expérimentés reçoivent l'ordre de mater rapidement le soulèvement et de ramener Widukind, mort ou vif. C'est une erreur fatale. Ces commandants sous-estiment complètement leur adversaire. Ils appliquent des tactiques classiques face à un ennemi qui maîtrise parfaitement la guerre irrégulière. Persuadés de leur supériorité, ils se lancent à la poursuite de Widukind sans précaution suffisante. Le piège se referme au Mont Suntel, massif montagneux qui domine la vallée de la Weser. Widukind a choisi ce terrain avec un art consommé. Les pentes escarpées, les forêts denses, les passages étroits neutralisent l'avantage numérique des Francs. Leur lourde cavalerie, si efficace en terrain découvert, devient un handicap dans ce labyrinthe de rochers et de ravins. La bataille tourne rapidement au désastre pour les Francs. Leurs colonnes s'étirent sur les sentiers de montagne, perdent leur cohésion, s'exposent aux embuscades. Widukind attaque avec ses guerriers westphaliens et angriens au moment précis où l'ennemi est le plus vulnérable. Les Saxons connaissent chaque rocher, chaque sentier. Ils frappent, disparaissent, réapparaissent ailleurs. Le massacre est total. Adalgis et Geilo périssent dans la mêlée, ainsi que 4 comtes et une vingtaine d'autres nobles francs. L'armée franque, décimée, fuit en désordre. C'est la première fois depuis des années que Charlemagne subit une défaite aussi cuisante. L'onde de choc se propage dans tout l'Empire carolingien. Cette victoire de Widukind dépasse largement son importance militaire. Elle prouve que l'Empire de Charlemagne n'est pas invincible. Elle redonne espoir à tous les peuples soumis par la force. Elle démontre qu'une résistance bien organisée peut encore vaincre l'occupant, même face à un adversaire apparemment tout-puissant. Mais cette victoire va aussi déclencher une riposte d'une violence inouïe, car Charlemagne ne supporte pas l'humiliation. La mort de ses lieutenants, l'anéantissement de son armée, le prestige perdu exigent une vengeance exemplaire, une vengeance qui marquera l'histoire de son sceau sanglant. La nouvelle de la défaite du Suntel frappe Charlemagne comme un coup de tonnerre. Ses envoyés spéciaux lui apportent les détails du désastre. Ses meilleurs généraux morts, son armée anéantie, son prestige effondré. Pour la première fois depuis des années, l'empereur invincible découvre le goût amer de la défaite, et ce goût lui est insupportable. La réaction de Charlemagne révèle sa vraie nature. Derrière l'image du roi chrétien se dévoile un chef de guerre dont l'orgueil blessé ne connaît plus de limites. Cette défaite n'est pas seulement un revers militaire, c'est une humiliation personnelle qui exige réparation. Une réparation qui ne peut se mesurer qu'en sang versé. Il abandonne immédiatement sa campagne contre les Sorabes. Tous ses objectifs passent au second plan face à l'urgence absolue. Châtier les Saxons avec une violence telle qu'ils n'oseront plus jamais se révolter. Il rassemble en hâte toutes les forces disponibles, recrute des contingents supplémentaires, mobilise l'ensemble de son empire pour cette expédition punitive. L'armée qui se dirige vers la Saxe n'a plus rien d'une force d'occupation classique. C'est un instrument de terreur, conçu pour détruire, pour exterminer, pour terroriser. Charlemagne ne cherche plus à conquérir ou à administrer. Il veut punir avec une cruauté exemplaire qui découragera toute rébellion future. Sa stratégie est d'une simplicité terrible. Puisque les Saxons soutiennent Widukind, tous les Saxons sont coupables. Puisqu'ils protègent les rebelles, ils sont tous des rebelles. Cette logique implacable va justifier l'injustifiable, le massacre de milliers d'innocents, au nom de la responsabilité collective. L'arrivée de l'empereur, en Saxe sème immédiatement la panique. Les populations fuient devant ses colonnes, abandonnant villages et récoltes. Mais Charlemagne ne se contente pas de poursuivre les fuyards. Il applique une stratégie plus retorse, plus cruelle. Diviser pour mieux régner. Il fait savoir qu'il épargnerait ceux qui livreraient les vrais coupables. Cette promesse fallacieuse vise à briser la solidarité saxonne, à dresser les tribus les unes contre les autres. Beaucoup de chefs saxons, terrifiés par les représailles annoncées, tombent dans le piège. Ils espèrent sauver leur peuple en sacrifiant quelques boucs émissaires. La manœuvre fonctionne parfaitement.
Face à l'armée de Charlemagne campée près de Verden, au confluent de l'Aller et de la Weser, une délégation de nobles saxons vient implorer la clémence impériale. Ils promettent de livrer tous ceux qui ont participé à la rébellion. Ils jurent leur fidélité éternelle. Ils offrent otages et tribut. Charlemagne accueille ces supplications avec une fausse bienveillance. Il accepte leurs serments, leurs promesses, leurs offrandes. Il se montre magnanime, compréhensif, prêt au pardon. Mais derrière cette façade, sa décision est déjà prise. Il ne cherche pas la réconciliation. Il veut la soumission absolue par la terreur. Les chefs saxons, rassurés par cette apparente clémence, acceptent de désigner les vrais responsables de la révolte. Ils livrent 4500 hommes accusés d'avoir participé au combat ou soutenu Widukind. Ces hommes se rendent sans résistance, convaincus qu'ils bénéficieront d'un jugement équitable ou tout au plus d'une peine légère. C'est exactement ce que voulait Charlemagne. Il tient maintenant ses victimes, désignées par leurs propres compatriotes, livrés sans combat. Le piège s'est refermé parfaitement. Ces hommes ignorent encore qu'ils viennent de signer leur arrêt de mort. Ils ne savent pas qu'ils vont servir d'exemple pour terroriser toute l'Europe. Le 28 octobre 782, cette date restera gravée dans les mémoires comme l'une des plus noires de l'histoire européenne. À Verden, au confluent de l'Aller et de la Weser, Charlemagne s'apprête à franchir une ligne rouge que même ses ennemis n'avaient jamais imaginée. L'empereur chrétien va ordonner un massacre de masse qui éclabousse à jamais sa mémoire. Les 4500 Saxons livrés par leur propre chef ne se doutent de rien. Ils croient encore à un jugement, à des négociations, à une possible clémence. Certains espèrent même être incorporés dans l'armée franque, comme cela s'est déjà produit par le passé. Ils ignorent ce que Charlemagne a déjà scellé leur sort. L'empereur réunit son conseil de guerre dans sa tente. Ses conseillers débattent du sort à réserver aux prisonniers. Certains plaident pour la modération, déporter ces hommes, les vendre comme esclaves, les enrôler de force. D'autres suggèrent d'exécuter seulement les chefs les plus compromis. Mais Charlemagne rejette toutes ces propositions. Sa logique est implacable et terrifiante. Ces hommes ont trahi leur serment. Ils ont versé le sang franc, ils ont défié l'autorité impériale. Leur crime ne peut recevoir qu'une seule réponse, la mort. Mais pas n'importe quelle mort. Une mort publique, spectaculaire, mémorable. Une mort qui servira d'exemple à tous ceux qui seraient tentés de défier l'Empire. L'ordre tombe comme un couperet. Tous les prisonniers seront exécutés par décapitation. Tous, sans exception, sans distinction d'âge ou de rang. Cette sentence glaciale révèle la vraie nature de Charlemagne. Derrière le masque du roi chrétien se cache un tyran, capable de froideur absolue quand ses intérêts l'exigent. Les Bläden, préparatifs du massacre, commencent immédiatement. Il faut organiser l'exécution de 4500 hommes en une seule journée. C'est un défi logistique considérable qui révèle l'ampleur de la planification. Rien n'est laissé au hasard dans cette mécanique de mort. Les prisonniers sont divisés en groupes pour faciliter les exécutions. Des billots sont installés le long de la rivière Aller. Les bourreaux sont désignés parmi les soldats francs les plus expérimentés. Des fosses communes sont creusées pour recevoir les corps. Tout est prévu, calculé, organisé avec une efficacité bureaucratique qui glace le sang. Quand l'aube se lève sur Verden, le spectacle est dantesque. Les prisonniers saxons découvrent enfin leur véritable sort. Les illusions s'effondrent d'un coup. Ces hommes qui croyaient encore à la négociation comprennent qu'ils vont mourir. Certains tentent de fuir, d'autres implorent pitié, beaucoup affrontent la mort avec le stoïcisme de leurs ancêtres guerriers. Les exécutions commencent au lever du soleil et se poursuivent toute la journée. Les sources de l'époque, pourtant, habituées à la violence, décrivent ce massacre avec une sobriété qui révèle leur malaise. Les chroniqueurs francs eux-mêmes semblent gênés par l'ampleur du carnage qu'ils doivent rapporter. La méthode choisie, la décapitation, n'est pas anodine. C'est la peine réservée aux traîtres dans le droit romain. En l'appliquant massivement, Charlemagne envoie un message juridique « Tous ces Saxons sont des traîtres à l'Empire, ils méritent donc la mort des traîtres ». Cette justification légaliste ne masque pas la réalité brutale du massacre. Les Kreeks, épées, francs, s'abattent sans relâche sur les nuques saxonnes.
Les têtes tombent dans la poussière, les corps s'entassent dans les fosses. Le sang coule à flots, rougissant les eaux de l'allée. Cette boucherie méthodique dure des heures sous le regard impassible de l'empereur qui veut s'assurer que ses ordres sont parfaitement exécutés. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. 4500 hommes exécutés en une seule journée. C'est plus que les victimes de certaines batailles médiévales. C'est un massacre de masse organisé de sang-froid, sans autre justification que la volonté de terroriser un peuple rebelle. La nuit tombe sur un charnier, les corps saxons jonchent les rives de l'allée. L'odeur du sang se mêle aux fumées des bûchers où brûlent les dépouilles. Ce paysage d'apocalypse révèle le vrai prix de la construction de l'Europe chrétienne. Des milliers de morts sacrifiés sur l'autel de l'ambition carolingienne. Le massacre de Verden déchaîne immédiatement des conséquences que Charlemagne n'avait pas toutes anticipées. Cette boucherie, conçue pour terroriser les Saxons et décourager toute rébellion future, produit d'abord l'effet inverse. Loin de briser l'esprit de résistance, elle l'exacerbe. Le sang versé appelle le sang versé. Widukind, absent de Verden car réfugié au Danemark, apprend rapidement la nouvelle du massacre. Cette extermination de ses compatriotes le frappe comme un coup de poignard. Mais au lieu de le décourager, elle renforce sa détermination. Ces 4500 morts deviennent autant de martyrs qui exigent de vengeance. Le chef saxon comprend immédiatement l'importance symbolique de ce massacre. Charlemagne vient de commettre une erreur stratégique majeure. En recourant à une violence si extrême, il révèle sa vraie nature. Il démontre que derrière les discours sur la christianisation se cache une volonté d'extermination. Cette vérité va servir d'arme de propagande redoutable. La nouvelle du massacre se propage comme une traînée de poudre dans toute la Germanie. Les peuples encore libres découvrent avec horreur ce qui attend ceux qui résistent à l'empire carolingien. Les Frisons, les Danois, les Slaves voient dans ce carnage leur propre avenir s'ils ne s'unissent pas contre l'envahisseur franc. Cette prise de conscience déclenche une coalition inédite. Pour la première fois, des peuples traditionnellement rivaux s'allient contre Charlemagne. Widukind obtient le soutien actif du roi danois Siegfried. De chefs frisons, de guerriers slaves, le massacre de Verden unit ses ennemis contre l'empereur. En Saxe même, l'effet est dévastateur pour l'autorité franque. Les nobles saxons qui avaient livré leurs compatriotes découvrent l'ampleur de leur erreur. Ils pensaient sauver leur peuple en sacrifiant quelques coupables. Ils ont déclenché un génocide. Cette trahison involontaire les déshonore aux yeux de leurs sujets. La collaboration saxonne s'effondre d'un coup. Les comtes nommés par Charlemagne sont assassinés ou contraints à la fuite. Les églises construites avec tant d'efforts partent en fumée. L'administration franque s'évapore face à la colère populaire. Tout l'édifice politique patiemment bâti s'écroule en quelques semaines. Charlemagne découvre que la terreur pure n'est pas un instrument de gouvernement durable. Elle peut détruire, elle ne peut pas construire. Les Saxons survivants ne se soumettent plus par conviction ou par intérêt, mais seulement par peur. Et cette peur, alimentée par la haine, devient explosive à la première occasion. La guerre reprend avec une violence inouïe. Mais ce n'est plus le même conflit qu'avant Verden. Les règles tacites qui limitaient la brutalité ont volé en éclats. Les Saxons massacrent systématiquement tout ce qui porte l'uniforme franc. Ils torturent les prisonniers, profanent les cadavres, traquent les collaborateurs. Cette escalade de la violence piège Charlemagne dans une logique infernale. Chaque atrocité saxonne exige une riposte plus terrible encore. Chaque représaille franque déclenche de nouvelles vengeances. Le cycle de la haine s'emballe, transformant la Saxe en un enfer où seule la loi du plus fort prévaut. L'empereur comprend qu'il a franchi une ligne rouge, mais il est trop tard pour reculer. Reconnaître ses erreurs équivaudrait à avouer sa faiblesse. Il ne lui reste qu'une solution. Aller jusqu'au bout de la logique génocidaire, exterminer les Saxons ou les soumettre définitivement par la force brute. Cette fuite en avant l'amène à promulguer le capitulaire de Partibus Saxonia, code de loi d'une cruauté inouïe. Pratiquer le paganisme devient passible de mort. Refuser le baptême est puni d'exécution. Manger de la viande en période de carême coûte la vie. Cette
législation révèle l'ampleur de la paranoïa impériale. Mais ces lois draconiennes ne font qu'aggraver la situation. Elles prouvent aux Saxons que Charlemagne veut détruire leur identité, leur culture, leur existence même. Face à un ennemi qui ne leur laisse le choix qu'entre la conversion forcée et la mort, ils choisissent la résistance totale. La guerre se transforme en guérilla généralisée. Widukind, revenu clandestinement de son exil danois, organise un réseau de résistance sophistiqué. Ces guerriers frappent partout et nulle part, terrorisant les occupants, sabotant l'administration, assassinant les collaborateurs. Charlemagne doit mobiliser des forces considérables pour maintenir un semblant d'ordre en Saxe. Pour la première fois, il est contraint d'hiverner sur place avec ses troupes, rompant avec la tradition qui voulait que les campagnes militaires s'arrêtent au premier froid. Cette mobilisation permanente coûte très cher à l'Empire. 3 années passent après le massacre de Verden. 3 années de guerre totale, de destruction systématique, de violence inouïe. La Saxe n'est plus qu'un champ de ruines fumantes. Les villages brûlent, les récoltes pourrissent, les survivants errent comme des fantômes dans un paysage dévasté. Cette guerre d'usure épuise les deux camps, mais les Saxons résistent toujours. Widukind continue sa lutte désespérée, mais il sent l'étau se resserrer. Ses alliés l'abandonnent un à un. Le roi danois Siegfried, menacé d'invasion par Charlemagne, négocie secrètement sa neutralité. Les Frisons, écrasés par une campagne punitive, cessent leur soutien. Les Slaves, occupés par leur propre conflit, détournent leur attention. Le chef saxon se retrouve progressivement isolé. Ses guerriers tombent un à un dans les embuscades franques. Ses refuges sont découverts et détruits. Ses ressources s'amenuisent. Pour la première fois depuis des années, Widukind doute de la victoire. Il commence à comprendre que sa résistance, aussi héroïque soit-elle, ne peut indéfiniment tenir face aux moyens quasi illimités de l'Empire carolingien. Charlemagne, de son côté, paie chèrement cette guerre interminable. Ses finances s'épuisent. Ses nobles grognent contre cette mobilisation permanente qui les éloigne de leur domaine. L'opinion publique franque commence à s'interroger sur le coût humain et financier de cette conquête qui n'en finit pas. L'empereur comprend qu'il doit trouver une solution politique au problème saxon. C'est dans ce contexte d'épuisement mutuel que naît l'idée d'une négociation. Mais comment approcher Widukind, ce fantôme insaisissable qui échappe à toutes les poursuites? Comment convaincre cet ennemi irréductible d'accepter des pourparlers avec celui qui a massacré ses compatriotes? La solution vient d'un réseau d'intermédiaires saxons modérés. Ces hommes, terrifiés par la destruction de leur pays, cherchent désespérément une issue au conflit. Ils entament discrètement des contacts avec les deux camps, explorant les possibilités de compromis. Leur travail souterrain finit par porter ses fruits. En 785, 3 ans après Verden, un message secret parvient à Widukind. Charlemagne propose des négociations. L'empereur garantit la vie sauve au chef saxon s'il accepte de discuter. Cette offre plonge Widukind dans un terrible dilemme. Peut-il faire confiance à celui qui a ordonné le massacre de 4500 de ses compatriotes? Pourtant, la situation de son peuple le pousse à considérer cette proposition. La Saxe agonise. Chaque jour de guerre supplémentaire, ça coûte des centaines de vies saxonnes. Ses derniers fidèles le supplient de trouver une solution. Continuer la lutte par fierté personnelle, alors que son peuple se meurt, serait-il du courage ou de l'égoïsme? La décision de Widukind révèle sa grandeur d'âme. Il accepte de négocier, non par lâcheté, mais par amour pour son peuple. Il préfère sacrifier sa liberté personnelle plutôt que de voir les Saxons s'éteindre dans un conflit sans issue. Cette noblesse de caractère explique pourquoi il restera dans les mémoires comme un héros, même après sa soumission. Les négociations ont lieu dans le plus grand secret. Charlemagne ne peut pas se permettre d'échouer. Si Widukind refuse ses conditions ou s'il s'évade, l'empereur perdrait la face définitivement. Toutes les précautions sont prises pour assurer le succès de cette rencontre cruciale. Les conditions imposées par Charlemagne sont dures mais pas impossibles. Widukind doit accepter le baptême chrétien, prêter serment de fidélité à l'empereur
et renoncer définitivement à toute résistance armée. En échange, il conservera ses terres, ses titres et pourra gouverner sa région sous l'autorité franque. C'est un marché de dupes, mais c'est le seul marché possible. Le 25 décembre 785, jour de Noël, une cérémonie extraordinaire se déroule au palais d'Attigny. Widukind, le chef de la résistance saxonne, l'ennemi juré de l'Empire carolingien, s'agenouille devant Charlemagne pour recevoir le baptême chrétien. L'empereur lui-même sert de parrain, scellant symboliquement cette réconciliation spectaculaire. Cette conversion publique de Widukind produit l'effet recherché. Le héros saxon reconnaît publiquement la supériorité du christianisme et de l'Empire carolingien. Son exemple entraîne la soumission de ses derniers fidèles. En quelques mois, la résistance saxonne s'effrite comme un château de cartes. La guerre de 30 ans semble enfin terminée. Mais cette paix n'est qu'apparente. Derrière les cérémonies de réconciliation, les plaies restent béantes. Le massacre de Verden n'est ni oublié ni pardonné. Il couve sous les cendres, prêt à ressurgir à la première occasion. Charlemagne a obtenu la soumission de Widukind, mais il n'a pas gagné le cœur des Saxons. Le baptême de Widukind ne marque pas la fin véritable de la résistance saxonne. Malgré la soumission de leur chef légendaire, des foyers de rébellion continuent de s'allumer sporadiquement jusqu'en 804. Ces derniers sursauts révèlent l'ampleur des traumatismes causés par 3 décennies de guerre totale. Le massacre de Verden reste gravé dans la mémoire collective comme une blessure jamais refermée. Charlemagne, couronné empereur en 800 par le pape Léon III, atteint l'apogée de sa puissance. Il règne sur un empire qui s'étend de l'Espagne au Danube, de l'Italie à la mer du Nord. Cette réussite politique extraordinaire rejette dans l'ombre les méthodes employées pour l'obtenir. Les chroniqueurs officiels minimisent ou occultent les aspects les plus sombres de la conquête saxonne. Pourtant, les sources de l'époque ne peuvent pas complètement dissimuler la vérité. Les annales royales franques, malgré leur parti pris pro-carolingien, décrivent de précisément le massacre de Verden. Cette reconnaissance officielle prouve que même les propagandistes de Charlemagne ne pouvaient nier l'évidence de cette boucherie. Les générations suivantes tentent de réinterpréter cet épisode embarrassant. Certains historiens minimisent les chiffres, d'autres justifient le massacre par les nécessités militaires. Une théorie particulièrement audacieuse prétend même que le terme latin decollati, décapité, serait une erreur de copiste pour delocati, déplacé. Cette manipulation linguistique révèle le malaise que suscite ce crime de masse. Mais ces tentatives de révision historique n'effacent pas les faits. Alessandro Barbero, historien italien spécialiste de Charlemagne, confirme sans ambiguïté la réalité du massacre. Selon lui, l'inspiration de cette exécution de masse vient directement de la Bible. Charlemagne voulait agir comme un vrai roi d'Israël, imitant les exterminations bibliques des Amalécites ou des Moabites. Cette dimension religieuse du massacre éclaire la personnalité complexe de Charlemagne. Il ne se contente pas d'être un conquérant, il se voit comme l'instrument de la volonté divine. Cette conviction mystique lui permet de justifier les pires atrocités au nom de la propagation de la foi chrétienne. Le massacre de Verden devient un sacrifice offert à Dieu pour purifier l'Europe du paganisme. Cette logique génocidaire trouve des échos terrifiants dans l'histoire ultérieure. Les croisades, l'Inquisition, les guerres de religion s'inspireront de ce précédent carolingien. L'idée qu'on peut massacrer au nom de Dieu, inaugurée à Verden, traverse les siècles et fait des millions de victimes. Charlemagne invente la guerre sainte européenne. L'héritage du massacre se transmet aussi par d'autres voies. Les déportations massives qui suivent Verden établissent un modèle de nettoyage ethnique qui sera repris par tous les conquérants ultérieurs. Charlemagne fait déporter 12 000 femmes et enfants saxons qui refusaient le baptême. Ces familles brisées sont vendues comme esclaves ou dispersées dans l'Empire. Cette politique de destruction des identités nationales préfigure les génocides modernes. Charlemagne ne se contente pas de tuer les résistants, il détruit systématiquement la culture saxonne. Les traditions ancestrales sont interdites, les cultes païens éradiqués, la langue saxonne marginalisée. C'est un ethnocide organisé au service de l'unification européenne.
Le contraste entre l'image officielle de Charlemagne et la réalité historique de ses méthodes révèle l'hypocrisie fondamentale de l'historiographie occidentale. L'empereur, père de l'Europe, est aussi l'organisateur de l'un des premiers génocides européens. Cette contradiction n'est pas fortuite. Elle révèle comment l'histoire officielle occulte les crimes commis par les grands hommes. Cette amnésie sélective explique pourquoi le massacre de Verden reste largement méconnu du grand public. Les manuels scolaires préfèrent de célébrer la Renaissance carolingienne, plutôt que d'évoquer les méthodes brutales qui l'ont rendu possible. Cette censure pédagogique perpétue l'idéalisation de Charlemagne et empêche une réflexion critique sur les origines violentes de l'Europe. Pourtant, connaître cette vérité historique reste essentiel pour comprendre notre passé. Le massacre de Verden nous rappelle que les plus grands progrès civilisationnels peuvent naître des pires atrocités. Il nous enseigne que la grandeur politique n'excuse pas les crimes contre l'humanité. Il nous invite à porter un regard critique sur tous les pouvoirs, même les plus vénérés. L'histoire ne s'arrête pas avec la mort de Charlemagne en 814. Le souvenir du massacre de Verden traverse les siècles, se transforme, se politise, devient un enjeu mémoriel majeur. Cette instrumentalisation posthume révèle comment les crimes historiques peuvent être récupérés par des idéologies modernes pour justifier de nouveaux crimes. Pendant des siècles, le massacre reste une affaire d'érudits. Les chroniques médiévales le mentionnent sans s'y attarder. L'Église catholique, embarrassée par cet épisode, préfère l'oublier. Charlemagne est canonisé en 1165 sur ordre de l'antipape Pascal III, malgré ses crimes avérés. Cette sanctification officielle enterre définitivement la mémoire des victimes saxonnes. Mais cette amnésie vole en éclats au XIXe siècle avec l'émergence du nationalisme allemand. Les intellectuels germaniques redécouvrent leur passé pré-chrétien et réhabilitent les résistants païens. Widukind devient un héros national, symbole de l'identité germanique face aux influences étrangères. Par contre-coup, Charlemagne est dénoncé comme un génocidaire. Cette relecture nationaliste du massacre prend une dimension particulièrement dramatique sous le régime nazi. Adolf Hitler et ses idéologues voient dans Verden la preuve de l'hostilité millénaire entre Germains et races inférieures. Ils transforment les victimes saxonnes en martyrs de la pureté raciale, assassinés par un tyran au service des influences judéo-chrétiennes. Cette récupération nazie atteint son paroxysme en 1935, avec la construction du Sachsenhain, mémorial aux victimes de Verden. Ce bosquet saxon rassemble 4500 pierres, dressées, une pour chaque victime du massacre. Le site devient rapidement un lieu de pèlerinage pour les SS et les organisations nazies. Ces cérémonies néo-païennes instrumentalisent la mémoire des morts pour légitimer de nouveaux crimes. L'ironie de cette récupération dépasse l'entendement. Les nazis, qui organisent l'extermination systématique de millions d'innocents, se présentent comme les vengeurs des victimes de Charlemagne. Ils dénoncent le massacre de Verden, tout en préparant la Shoah. Cette manipulation cynique révèle comment l'histoire peut être pervertie par les pires régimes. Heinrich Himmler, chef des SS et grand prêtre de l'idéologie raciale nazie, fait de Widukind un modèle pour ses troupes. Le chef saxon devient l'incarnation de la résistance aryenne face aux judéo-chrétiens. Cette mythologie délirante transforme un conflit médiéval en préfiguration de la guerre raciale nazie. Les morts de Verden servent à justifier l'injustifiable. Certains historiens nazis vont encore plus loin dans le révisionnisme. Karl Bauer publie en 1937 un livre intitulé « Les sources du prétendu massacre de Verden » où il nie purement et simplement la réalité du crime. Selon lui, les chroniqueurs auraient confondu décolati, décapité, et delocati, déplacé. Cette négation historique préfigure les futurs négationnismes, mais d'autres idéologues nazis adoptent une stratégie inverse. Hermann Gauch, adjoint d'Himmler, exige que Charlemagne soit officiellement rebaptisé Karl le Boucher en raison du massacre. Alfred Rosenberg, théoricien racial du régime, proclame que Widukind devrait être appelé le Grand à la place de son bourreau.
Cette diabolisation de Charlemagne sert à légitimer la rupture nazie avec l'héritage chrétien. Cette instrumentalisation révèle l'ambiguïté fondamentale de la mémoire historique. Les mêmes faits peuvent servir des causes opposées selon l'interprétation qu'on en donne. Le massacre de Verden, crime contre l'humanité pour les uns, devient génocide fondateur pour les autres. Cette plasticité mémorielle explique pourquoi l'histoire reste un enjeu politique majeur. La défaite nazie en 1945 n'efface pas complètement ces manipulations. Le Sachsenhahn existe toujours en Allemagne, bien que dépouillé de sa symbolique nazie. Ce mémorial ambigu interroge sur la manière de commémorer les victimes sans alimenter de nouvelles haines. Comment honorer les morts de Verden sans légitimer les discours de revanche? Cette question traverse toute l'Europe contemporaine. De nombreux peuples conservent la mémoire de massacres anciens qui alimentent leurs ressentiments actuels. Les Serbes invoquent la bataille de Kosovo, 1389, pour justifier leurs crimes en Bosnie. Les Turcs minimisent le génocide arménien en évoquant les massacres ottomans. L'histoire devient l'otage des politiques identitaires. Le massacre de Verden nous enseigne la nécessité d'une approche critique de la mémoire. Il faut condamner les crimes sans alimenter les spirales de vengeance. Il faut honorer les victimes sans diaboliser leurs descendants. Il faut retenir les leçons du passé sans les instrumentaliser pour justifier de nouveaux crimes. Cette sagesse mémorielle reste plus que jamais d'actualité. Plus de 1200 ans après le massacre de Verden, cette tragédie continue d'interpeller notre époque. Loin d'être un simple fait divers médiéval, elle révèle des mécanismes de violence qui traversent les siècles et se retrouvent dans tous les génocides modernes. Analyser lucidement cet épisode permet de mieux comprendre les ressorts profonds de la barbarie humaine. Le premier enseignement de Verden concerne la banalisation progressive de la violence. Charlemagne n'est pas devenu génocidaire du jour au lendemain. Son parcours révèle une escalade graduelle où chaque crime rend le suivant plus acceptable. D'abord la destruction de l'Irminsul, symbole religieux, puis les déportations de population, enfin le massacre de masse. Cette progression fatale montre comment l'engrenage de la violence broie les consciences. Cette escalade suit toujours le même schéma: déshumanisation de l'ennemi, justification idéologique du crime, banalisation administrative du meurtre. Les Saxons deviennent des païens, puis des rebelles, enfin des traîtres qu'il faut éliminer. Cette transformation sémantique facilite le passage à l'acte en effaçant l'humanité des victimes. Le vocabulaire devient complice du crime. Le deuxième enseignement porte sur le rôle des élites dans les génocides. Le massacre de Verden n'est pas l'œuvre d'une foule déchaînée, mais d'une décision politique prise au sommet de l'État. Charlemagne planifie froidement cette extermination, l'organise bureaucratiquement, la supervise personnellement. Cette dimension technocratique du crime révèle la responsabilité particulière des dirigeants dans les atrocités de masse. Plus troublante encore, le massacre reçoit le soutien des élites saxonnes elles-mêmes. Ces nobles qui livrent leurs compatriotes croient sauver leur peuple en sacrifiant quelques coupables. Cette collaboration illustre comment les génocidaires retournent les victimes contre elles-mêmes. La division interne facilite toujours l'extermination externe. Le troisième enseignement concerne l'instrumentalisation de la religion dans les crimes de masse. Charlemagne ne se contente pas de motifs politiques pour justifier ses atrocités. Il invoque Dieu, cite la Bible, se présente comme l'instrument de la volonté divine. Cette sacralisation du crime lui donne une légitimité transcendante qui désarme les consciences et facilite l'obéissance. Cette manipulation religieuse n'est pas spécifique au christianisme médiéval. Tous les génocides modernes utilisent des justifications transcendantes: mission civilisatrice, purification raciale, révolution prolétarienne. Ces idéologies séculières fonctionnent comme des religions politiques qui sanctifient le meurtre. Le fanatisme change de forme, mais sa structure mentale reste identique. Le quatrième enseignement porte sur l'amnésie sélective des sociétés face à leurs crimes. L'historiographie occidentale a longtemps occulté le massacre de Verden pour préserver l'image de Charlemagne, père de l'Europe.
Cette censure révèle comment les sociétés effacent leur traumatisme fondateur pour construire des mythes rassembleurs. L'oubli devient un instrument de légitimation politique. Cette amnésie n'est jamais totale. Elle génère toujours des contre-mémoires qui ressurgissent au moment de crise. Les nazis récupèrent Verden pour légitimer leurs propres crimes. Les nationalismes contemporains exhument des massacres anciens pour justifier leur vengeance. L'histoire refoulée revient toujours hanter le présent. Le cinquième enseignement concerne l'ambiguïté morale des grands hommes de l'histoire. Charlemagne incarne parfaitement cette contradiction. Fondateur de l'Europe, protecteur des arts et des lettres, promoteur de l'éducation, il est aussi l'organisateur d'un génocide. Cette dualité révèle l'impossibilité de séparer les réussites politiques des moyens employés pour les obtenir. Cette complexité dérange notre besoin de héros et de modèles. Nous préférons les figures univoques, entièrement bonnes ou totalement mauvaises. Mais l'histoire réelle est plus nuancée. Les plus grands bâtisseurs peuvent être des destructeurs, impitoyables. Les civilisateurs les plus raffinés cachent parfois des barbares. Cette vérité dérangeante doit être assumée pour éviter les idéalisations dangereuses. Le sixième enseignement porte sur la résistance face à l'oppression. Widukind incarne un modèle de courage qui traverse les siècles. Face à un ennemi infiniment plus puissant, il refuse la soumission, organise la résistance, accepte tous les sacrifices pour défendre son peuple. Sa lutte désespérée prouve qu'aucune oppression n'est jamais totalement invincible. Mais cette résistance héroïque a ses limites. Widukind finit par se soumettre quand il comprend que la continuation du combat condamnerait son peuple à l'extinction. Cette capitulation révèle les dilemmes tragiques de la résistance. Quand le courage devient-il de l'obstination? Quand la fierté devient-elle de l'égoïsme? Ces questions traversent toutes les luttes de libération. Le dernier enseignement concerne notre responsabilité face à l'histoire. Connaître le massacre de Verden ne suffit pas, il faut en tirer les leçons pour l'avenir. Cette tragédie nous rappelle que la civilisation reste fragile, que la barbarie peut ressurgir à tout moment, que la vigilance démocratique ne doit jamais se relâcher. L'histoire ne se répète jamais exactement, mais ses mécanismes restent constants. Cette vigilance passe d'abord par l'éducation. Il faut enseigner l'histoire dans sa complexité, sans occulter les épisodes embarrassants, sans idéaliser les figures du passé. Il faut développer l'esprit critique face aux propagandes, aux manipulations, aux simplifications. Il faut former des citoyens capables de résister aux démagogues et aux fanatiques. Cette vigilance passe aussi par la défense des institutions démocratiques. Charlemagne était un monarque absolu qui ne rendait de compte à personne. Cette absence de contre-pouvoir facilite toujours les dérives génocidaires. Les démocraties modernes, malgré leurs imperfections, offrent des garde-fous contre la tyrannie. Il faut les préserver et les renforcer. Cette vigilance passe enfin par la solidarité internationale. Le massacre de Verden s'est déroulé dans un monde fragmenté où chaque peuple affrontait seul sa destinée. Les victimes saxonnes n'ont reçu aucune aide extérieure. Aujourd'hui, la communauté internationale a le devoir d'intervention face aux crimes de masse. Cette responsabilité de protéger reste un idéal fragile qu'il faut constamment défendre. Le soleil se couche sur Verden en ce 28 octobre 782. Les dernières têtes saxonnes viennent de tomber sous les épées franques. 4500 hommes ont été massacrés en une seule journée sur ordre d'un seul homme. L'allée charrie des flots de sang vers la Weser. L'odeur de la mort empoisonne l'air automnal. Charlemagne a signé sa page la plus noire. Cette nuit sanglante révèle la vraie nature du pouvoir absolu. Derrière la grandeur impériale se cache toujours la possibilité du crime de masse. Charlemagne bâtit l'Europe, mais sur des montagnes de cadavres. Il unifie le continent, mais par la terreur et l'extermination. Son empire glorieux naît d'un génocide. Cette vérité dérange notre vision de l'histoire européenne. Nous préférons célébrer la Renaissance carolingienne plutôt que d'évoquer ses fondements sanglants. Nous admirons l'empereur couronné par le pape plutôt que de condamner le boucher de Verden. Cette amnésie sélective perpétue les mythes fondateurs au détriment de la vérité historique. Pourtant, cette vérité reste essentielle. Elle nous rappelle que les plus grandes réussites politiques peuvent cacher les pires atrocités. Elle nous enseigne que la grandeur historique
n'excuse jamais les crimes contre l'humanité. Elle nous invite à porter un regard critique sur tous les pouvoirs, même les plus vénérés. Le massacre de Verden nous parle aussi de résistance et de dignité. Widukind et ses guerriers ont lutté jusqu'au bout pour défendre leur liberté, leurs croyances, leur identité, leur combat. Désespérés prouvent qu'aucune oppression n'est jamais totalement invincible. Leur sacrifice nous inspire encore aujourd'hui. Ces 4500 victimes saxonnes ne sont pas mortes pour rien si leur mémoire nous aide à mieux comprendre les mécanismes de la violence. Leur sang versé nous crie l'urgence de la vigilance démocratique. Leur sacrifice nous rappelle que la barbarie peut toujours ressurgir sous les masques de la civilisation. L'histoire ne rend jamais justice aux victimes. Les morts de Verden n'ont jamais été vengés. Leurs bourreaux n'ont jamais été jugés. Charlemagne est mort, dans son lit couvert d'honneur, vénéré par ses contemporains. Cette impunité révèle l'injustice fondamentale de l'histoire humaine. Mais nous pouvons au moins leur rendre la mémoire. Nous pouvons refuser l'oubli imposé par les vainqueurs. Nous pouvons dire leur nom, raconter leur résistance, condamner leurs bourreaux. Cette mémoire vigilante reste notre seule arme contre la répétition des tragédies. Le massacre de Verden nous enseigne enfin l'importance du choix individuel face aux ordres criminels. Les soldats francs qui ont égorgé, ces prisonniers désarmés auraient pu refuser d'obéir. Les nobles saxons qui ont livré leurs compatriotes auraient pu résister. Chacun aurait pu dire non. Cette responsabilité individuelle traverse tous les génocides. Aujourd'hui encore, face aux injustices et aux violences, nous avons le choix. Nous pouvons fermer les yeux ou témoigner. Nous pouvons nous taire ou dénoncer. Nous pouvons collaborer ou résister. L'histoire de Verden nous rappelle que ces choix individuels, multipliés par des milliers, façonnent le cours du monde. 1200 ans après cette nuit sanglante, les leçons de Verden restent plus que jamais d'actualité. La vigilance démocratique, la défense des droits humains, la résistance aux oppressions demeurent nos devoirs les plus sacrés. Car tant que la mémoire des victimes vivra, l'espoir d'un monde plus juste survivra. L'empereur Charlemagne est mort depuis longtemps. Son empire s'est effondré, sa gloire s'est ternie, ses crimes ont été révélés. Mais les 4500 Saxons de Verden vivent encore dans notre mémoire. Ils nous parlent de courage, de dignité, de résistance face à l'oppression. Ils nous rappellent que l'humanité vaut toujours la peine d'être défendue. Leurs voix résonnent encore dans le vent d'automne qui souffle sur les rives de l'Allée. Elles nous murmurent cette vérité éternelle. Jamais la violence ne pourra étouffer définitivement la soif de liberté. Jamais les tyrans ne triompheront complètement des peuples libres. Jamais les bourreaux n'auront le dernier mot sur leurs victimes. Cette nuit sanglante de Verden s'achève, mais sa mémoire demeure. Elle éclaire notre présent, guide notre vigilance, inspire notre résistance, car l'histoire ne s'arrête jamais. Et tant qu'il y aura des hommes libres pour la raconter, la vérité finira toujours par triompher du mensonge, la justice de l'oppression, la mémoire de l'oubli.